sociale et économique de la crise. Avec, si on n'y fait rien, tous et tout ensemble, y compris en France, une dégradation massive des droits sociaux pour les travailleurs, ou pour ceux qui ont un emploi, ou pour ceux qui n'en ont pas, et puis un chaos politique et économique qui s'annonce devant nous. Donc ça, c'est la situation qui est face à nous. Alors quand on parle, le peu de fois où on parle de la crise économique dans le cadre de l'élection législative qui a commencé, c'est pour vous dire quoi? La plupart des partis vous disent de la crise trois choses. C'est la crise, c'est le problème des Grecs. La solution, c'est l'austérité, alors plus ou moins, selon la version. Et puis surtout, la crise, c'est pas un problème français. En gros, c'est ça qu'on vous raconte du côté des plus gros partis. La crise, c'est le problème des Grecs. C'est la faute des Grecs. C'est leur problème à eux. Alors on a eu l'ancienne et la nouvelle version. L'ancienne version, c'était la faute du gouvernement précédent, grec, qui avait mal géré les affaires. Alors probablement que l'ancien gouvernement grec, comme la plupart des gouvernements libéraux, il a fait plein de cadeaux aux plus riches pendant des années et des années, et il a participé à creuser les déficits, c'est probable, mais pas plus que les autres gouvernements. Et puis maintenant on a la nouvelle version. Maintenant c'est la faute du peuple grec. Et puis du mauvais goût qu'a le peuple grec de voter pour des organisations de la gauche radicale. Puisque un des bilans du scrutin qui vient de tomber en Grèce, c'est qu'il y a des organisations de la gauche radicale qui font 16, 17, 18%, et qui sont en train de marquer le score électoral à telle enseigne que peut-être que c'est eux qui seront en train de faire le futur gouvernement. Résultat des courses, dans la presse française, il y a 2 jours, alors moi j'ai pas ramené les coupons d'articles, tu m'excuseras, mais ils nous disent quoi? Que le responsable, il y a la photo du nouveau responsable de Synapismos, il le présente en disant, voilà, c'est lui qui fait trembler la zone euro. C'est lui qui met en danger la zone euro. Ça, c'est ce qu'on nous dit en France. Comme si la zone euro, elle n'était pas assez grande pour se mettre en danger elle-même. Comme si finalement la zone euro, elle n'était pas en train d'imploser, d'exploser de ses propres contradictions. La réalité, c'est que la crise des dettes souveraines en Grèce, c'est simplement qu'un épisode supplémentaire de la crise financière qui a débuté aux États-Unis en 2008. La crise financière qui a explosé aux États-Unis en 2008, c'est exactement ce qui se passe en Espagne aujourd'hui. Il y a des millions de personnes qui ont fait des emprunts immobiliers, qui ont été aguichés par des taux intéressants, et qui bougeaient sans arrêt, qui se sont retrouvés dans l'impossibilité de satisfaire ces emprunts, ils se sont retrouvés sur la paille. Ces millions de personnes se retrouvant sur la paille ont donné leur dette aux organismes financiers qui les avaient financés. On est d'accord. Ça a donné la dette des banques et des organismes financiers. Il y a eu partout, on s'en souvient, des plans de sauvetage pour les banques. Vous vous souvenez que là, que les capitalistes, ils n'ont même pas eu besoin de signer une pétition, pas besoin de faire une manif, même pas une de 24 heures. Ils ont eu tout de suite des centaines de milliards d'euros, des centaines de milliards de dollars pour sauvegarder le système bancaire. Donc la dette des organismes financiers, à ce moment, c'est devenu quoi? C'est devenu la dette publique. Parce que ces plans de sauvetage, ça ne s'est pas fait avec de l'argent qui tombait du ciel. Ça s'est fait avec l'argent de nos impôts, avec l'argent des budgets publics. Et du coup, on a obtenu la situation actuelle où il y a la crise des dettes, pas simplement en Grèce, mais partout dans le monde. Donc, la crise en Grèce, c'est la même chose que la crise en Espagne, c'est la même chose que la crise en Grande-Bretagne, la même chose que la crise en France, c'est la crise du capitalisme, tout court. Ce n'est pas les Grecs qui en sont responsables. C'est les capitalistes du monde entier, qu'ils soient grecs, français ou qui viennent des États-Unis. Deuxièmement, quand la classe politique pendant la campagne nous explique que finalement le problème, ce n'est pas les Grecs, ils s'accordent pour nous dire que de toute façon la solution ce sera l'austérité. Comme je vous disais, avec des variantes, plus ou moins, mais de l'austérité quand même. Vous comprenez, il n'y a plus d'argent dans les déficits, donc c'est le bon sens, il va falloir se serrer la ceinture. Sauf que cette politique-là, elle a une conséquence concrète, à part de nous énerver et puis de nous révolter un peu plus, c'est que les politiques d'austérité, elles alimentent la crise économique. La marque de fabrique de la crise du capitalisme financier, c'est qu'on est arrivé à bout de souffle d'une mondialisation financière qui s'était développée, redéveloppée encore, avec une illusion, c'est qu'on pourrait faire de l'argent à partir de l'argent. On est rentré dans le monde virtuel. Et la crise actuelle, elle est tellement profonde, tellement structurelle, qu'elle marque un espèce de rappel à l'ordre, violent, qui est d'autant plus violent qu'on a été loin dans le virtuel. C'est un rappel au réel, d'un système qui est à bout de souffle, qui est au bord de la rupture, qui produit des richesses mais qui n'arrive plus à les écouler, qui fait de l'achat mais qui n'a plus de vente, qui est en train de se scinder en deux. Et le problème de l'austérité, c'est quoi dans nos vies quotidiennes? Parce que nous, on part toujours de ça. C'est des plans de rigueur, c'est la baisse du pouvoir d'achat, comme ils disent, parce qu'ils n'aiment jamais parler de nos salaires, c'est le pouvoir d'achat, parce que nous, on n'est que des consommateurs, on n'est pas des producteurs. C'est des plans de licenciement, on nous retire de l'emploi, on nous fait de la précarité, sauf que quand vous faites ça, vous faites quoi? Vous privez la masse de la population, nous tous, des moyens de consommer ce que la société produit. Donc vous alimentez la récession économique elle-même. Vous alimentez la crise économique elle-même. Donc toutes les politiques qui sont nées d'austérité, elles nous envoient chaque fois un petit peu plus dans le mur encore. Troisième aspect de la crise, alors là, tous à l'unisson,
La crise, c'est loin, c'est super loin de la France. Pourquoi? Parce que c'est la France. Nous, c'est la France, on est Français. Alors, comme on est Français, on est plus fort que tout le monde, ça ne nous touche pas. Parce que la Grèce, c'est loin, c'est la périphérie. D'ailleurs, c'est tellement loin que la France et l'Allemagne, à l'unisson, en tous les cas leur gouvernement, aimeraient que ça soit un petit peu plus loin encore. Et aimeraient même carrément gicler la Grèce de la zone euro, et puis de l'Europe, et puis de les envoyer sur la Lune, si c'était possible. Sauf que ça, d'abord, ils n'y arriveront pas. Ils n'y arriveront pas parce que pour ça, il faudrait qu'ils fassent un choix, les bourgeoisies européennes. Soit assumer un fédéralisme européen, on mutualise tout, soit revenir, et en cassant la zone euro, aux États-nations. Et entre ces deux choix-là, ils n'y arrivent pas à avancer. Donc ils ne le feront pas. Et puis par ailleurs, quand bien même ils le feraient, ça ne réglerait pas nos problèmes à nous. Hein. Les écoutez pas. Les écoutez pas, parce que les banques françaises, aujourd'hui, avec ou sans zone euro, elles sont contaminées par la crise des dettes souveraines, et notamment par la crise grecque. On estime qu'il y a à peu près 80 milliards d'euros de crédits à risque qui sont détenus par les banques françaises. Et il y a certaines banques françaises qui ont la moitié de leur chiffre d'affaires qui dépendent directement. Et pourquoi elles font ça? Parce qu'elles préfèrent spéculer à court terme sur les marchés des déficits publics, notamment en Grèce, quitte à envisager un pays qui soit complètement bord de la banqueroute et perdre un peu d'argent. Parce que c'est toujours le court terme qui prive, dans leur mentalité, dans leur façon d'envisager les choses. Donc, la situation, c'est celle-là. C'est que là, la Grèce, non seulement c'est pas la périphérie de la crise, on est au cœur de la crise. La Grèce, elle est au cœur de la crise, c'est un espèce de condensé, tout ce qui se passe d'un point de vue social et politique en Grèce, de tout ce qui est en train de se passer dans le monde. Et c'est une leçon de choses, je dis bien une leçon de choses. Une leçon de choses parce que ça vient nous redire, d'abord, ce qui se passe en Grèce, pour nous tous et toutes, peut-être un peu à l'image, même s'il ne s'agit pas de faire des copier-coller, parce que chaque période est différente, mais un peu à l'image de ce qui s'est passé dans les années 30. Ça vient nous redire, ce qui se passe en Grèce, que quand il y a une crise économique de cette envergure-là, elle se double toujours d'une crise politique majeure. Ça veut dire que quand il y a des situations de crise économique de cette envergure-là, c'est l'instabilité politique qui prime. Et l'ambiance d'un pays peut changer en quelques semaines, en quelques mois. Et ça, c'est bon à savoir pour nous. Parce que quand il y a le moral un peu dans les chaussettes, du point de vue du rapport de force entre les classes sociales, entre ceux qui luttent et ceux qui gagnent, entre ceux qui sont dépossédés, ceux qui possèdent, il faut toujours se souvenir qu'y compris ici en France, dans quelques semaines, dans quelques mois, la situation sociale et politique pourrait être parfaitement bouleversée. La deuxième chose que ça vient nous redire, ce qui se passe en Grèce, c'est qu'il y a une espèce de course de vitesse, et c'est aussi l'autre résultat des urnes, entre d'un côté les idées progressistes, anticapitalistes qui veulent faire payer la crise aux capitalistes et aux capitalistes seuls, et puis de l'autre côté les idées racistes et xénophobes de l'extrême droite, carrément néo-nazis, puisque maintenant ils ont ça en Grèce. C'est-à-dire ceux qui disent à la colère populaire, vous en prenez pas ceux d'en haut, trop compliqué, essayez de vous en prendre à ceux qui sont à côté de vous. C'est vachement plus facile. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas de la même origine que vous, ils n'ont pas la même religion que vous. C'est tellement plus facile, même s'ils sont dans la même merde que vous, même s'ils ne sont pas responsables de votre exploitation. Et ça, c'est un point commun de toutes les situations sociales et politiques auxquelles on assiste actuellement en Europe. Donc la Grèce, c'est une leçon de choses, et il faut bien comprendre que l'issue de la situation sociale et politique en Grèce aura une incidence sur la situation sociale et politique en France. C'est notre responsabilité que le peuple grec gagne sa bataille. Parce que s'il gagne ou s'il perd, ce ne sera pas la même chose pour nos batailles à nous. Nos sorts, nos destinées sont complètement liés, contrairement à ce qu'ils vous racontent la plupart des candidats dans le cadre de cette campagne législative. Donc la question qui se pose, c'est que du coup, et c'est une des premières raisons pour lesquelles on vous invite à voter pour nous, c'est qu'on pense que la campagne électorale, elle est en retard. Elle est en retard sur cette nouvelle situation politique. Elle n'est pas à l'heure. Elle n'est pas à l'heure de ce qui est en train de se passer. C'est-à-dire la campagne législative en France, c'est une espèce d'after présidentiel. C'est une espèce de queue de comète. On vous demande un seul truc, c'est donner au président une majorité stable. Puis il y a les autres qui disent donner un contre-pouvoir. Point barre. Et ils parlent tous de cohabitation. Nous, la seule cohabitation qui nous inquiète, ce ne sera pas de savoir si Hollande aura telle ou telle majorité au Parlement. C'est de savoir si Hollande va cohabiter une nouvelle fois, comme l'ont fait les socialistes dans le temps, avec le règne du capital, avec les spéculateurs et les banquiers. Ça, c'est la discussion politique de fond qui nous intéresse. Parce que là, la campagne électorale telle qu'elle est, on est dans un espèce d'entre-deux. On est entre le déjà plus et le pas encore. Alors le déjà plus, c'est ceux qui sont partis. Et cela, je ne vais pas vous proposer une minute de silence pour la Sarkozy, même si quand même c'est bon, parce que c'est remobilisateur, de se dire qu'ils ont payé pour tous les sales coups qu'ils nous ont fait pendant 5 ans, et toutes les victoires qu'on n'a pas réussi à gagner dans la rue. Peut-être une façon de résister, mais même différée, mais n'empêche que c'est utile, d'avoir toujours en mémoire tous ceux auxquels vraiment on tenait particulièrement, qui sont partis avec leur carton, une larme à l'œil, les Guéants,
Morano, qui était vachement content, vous l'avez vu, non? Morano, elle était comme ça, avec son petit nom, elle a dit, voilà, il me l'a dédicacé, bah, qui? Bah, Nicolas Sarkozy, c'était super. Ça, c'est le déjà plus. C'est remobilisateur pour nos victoires à nous. Sauf que ça suffit pas. C'est en effet que la moitié de la manche. Et on est dans le déjà plus, mais on est dans le pas encore. Et le pas encore, c'est quoi? Bah, c'est que le fameux changement, c'est maintenant. Malheureusement, on est très loin du compte. Et il y a une espèce de lucidité dans l'air, je dirais, après la fête de la défaite de la droite, une espèce de lucidité qui s'est installée, qui est faite de bonnes et de mauvaises nouvelles. La bonne nouvelle, ou plutôt la mauvaise pour commencer par celle-là, la mauvaise nouvelle, c'est que malheureusement, même sous un gouvernement de gauche, dit de gauche, institutionnel en tous les cas, avec ou sans tous ses partenaires, ne sera pas décrété l'état d'urgence. Ne sera pas décrété ni l'état d'urgence sociale, ni l'état d'urgence écologique. C'est-à-dire que tous les sujets de préoccupation qui nous animent, nous, au quotidien, les salaires, les emplois, le logement, l'accès aux soins, les services publics, l'éducation, la santé, je l'ai dit vite fait. Mais là, la santé, il faut quand même savoir que la boucle va bientôt être bouclée. Que dans la plupart des régions, on va avoir carrément, dans les mois à venir, des hôpitaux qui vont être en cessation de paiement à cause de la libéralisation du service public hospitalier, où on a mis les établissements en concurrence entre eux. Donc avec une autonomie financière qui fait que les établissements, j'invente rien, hein, les établissements hospitaliers sont obligés de contracter des emprunts auprès de certaines banques qui sont en plus en train de faire faillite. Je pense à Dexia par exemple. Donc on estime qu'il y a 2 milliards d'euros dans le système hospitalier, on ne sait pas où on va pouvoir le prendre. Tout ça, c'est des discussions du quotidien. Les soins, les retraites, la précarité, les jeunes qui sortent sans diplôme de l'école, ceux qui ont par exemple un parent ou des grands-parents à charge dans les maisons de retraite, on sait ce que ça coûte, avec en plus des actionnaires dans les maisons de retraite qui parlent du marché de l'or gris. Ça, c'est nos préoccupations. Le plan d'urgence dont tu as parlé, interdire les licenciements, augmenter les salaires, développer le service public, réquisitionner les logements vides, ça ne sera pas décrété. Donc il n'y aura pas l'état d'urgence sociale. Pourtant, il y a une catastrophe sociale. Et on devrait faire comme dans n'importe quelle catastrophe, décréter cet état d'urgence-là. Il n'y aura pas l'état d'urgence écologique non plus. Et même dans la discussion sur la campagne électorale, on se demande où c'est passé. Personne pour plus parler des organismes génétiquement modifiés. On ne parle plus de l'épuisement des ressources naturelles. On parle, alors carrément plus du tout, ne me demandez pas pourquoi, ça c'est un tour de magie extraordinaire du fait qu'il faille toujours diminuer par 4 les émissions de gaz à effet de serre d'ici 2050. L'urgence climatique, elle n'est pas partie, hein. Mais elle a disparu de la campagne électorale, c'est terminé. Ne me demandez pas pourquoi, avec ou sans Sarkozy, c'est terminé. Et la sortie du nucléaire en 10 ans, bah, ça ne sera pas non plus décrété. Donc ça, c'est la mauvaise nouvelle. Et je crois qu'il y a beaucoup de lucidité dans l'air. La bonne nouvelle, d'un certain point de vue, c'est que s'il n'y a pas d'état d'urgence sociale, il n'y a pas non plus d'état de grâce. Et c'est la fameuse lucidité dont j'étais en train de parler. Je crois que, y compris tous ceux qui ont voté contre plus que pour au deuxième tour, sont conscients qu'il faudra une bataille, un rapport de force pour gagner quoi que ce soit dans les semaines et dans les mois à venir. D'abord parce que les socialistes au pouvoir, on sait ce que ça a donné, et puis parce qu'on connaît leur programme. On sait ce qu'ils feront, et on sait ce qu'ils déferont pas. Parce qu'ils ont en plus annoncé la couleur. On sait même ce qu'ils déferont pas, parce que des sales lois pendant 5 ans, il y en a eu. Et malheureusement, sur des sujets essentiels, même ces lois-là ne seront pas défaites. Le grand truc, là, Hollande qui arrive en disant « Ouais, machin, moi, je tiens mon engagement, retour des troupes d'Afghanistan. » Ouf! Ouf! Ça se joue à 6 mois d'écart. Hein. Puisqu'on oublie de dire quand même un petit peu trop rapidement à gauche, c'est que malheureusement, le fait que la France ait intégré le commandement militaire de l'OTAN, sous la droite, ça la gauche ne va même pas y revenir. Donc on reste toujours pieds et poings liés, l'impérialisme en général. Et on l'assume en tant que tel. Sur ça, on ne va pas revenir. La réforme de la carte hospitalière ou de la carte judiciaire, on ne va pas y revenir. Le service minimum, c'est-à-dire une atteinte au droit de grève contre notamment les cheminots, les enseignants, on ne va pas y revenir. Et puis il y a la multitude de lois sur lesquelles on dit on va y revenir, mais quand on regarde sur quoi on va revenir, franchement, il n'y a pas de quoi tuer personne. La LRU, par exemple, la loi qui a mis en concurrence les établissements universitaires entre eux, ils nous disent on va y revenir. Pour faire quoi? Mais attention, on ne va surtout pas toucher à l'autonomie des établissements entre eux. C'est le cœur de la loi. C'est ça qui fait qu'il y a un système à 2 vitesses. Et on peut prendre des sujets comme ça. Pareil, j'en prends qu'un dernier. L'exemple européen. Oh, le 29 mai 2005, on a dit quoi? Non à l'Europe libérale. Qu'est-ce qui est dans l'air aujourd'hui? Un truc sournois, pernicieux. Il y en a un volet qui a déjà été adopté, l'autre qui doit l'être. Ils ont mis en place un mécanisme européen de stabilité qui remplace l'ancienne institution financière européenne, mais avec plus de compétences. Sauf que les pays, pour avoir accès à l'aide financière du mécanisme européen de stabilité, auront besoin de satisfaire les critères qui auront été décidés par quoi? Le deuxième volet, le TSCG, je m'excuse, c'est toujours des termes barbares, hein, c'est fait pour qu'on n'y comprenne rien en général. En gros, le pacte européen de stabilité budgétaire.
qui lui doit être adopté, là, dans les mois à venir. Et la seule question qui va se poser, c'est